pour terminer le balado, j'étais curieux un peu d'aborder la question du souverainisme parce que j'ai entendu parler sur plusieurs tribunes de ton souverainisme puis un peu de ton implication à travers ça. Puis j'étais curieux de où ça a commencé. Est-ce que tu viens d'une famille souverainiste ou pas du tout? Comment ton éveil souverainiste est né? Moi, je viens d'une famille entre des fédéralistes convaincus et des fédéralistes mous. Les fédéralistes mous, c'est des fédéralistes qui vont parfois voter PQ parce qu'ils sont vraiment tannés des libéraux. Ouais, c'est ça. Ils vont changer dépendant de l'intérieur. Ouais. Mon éveil souverainiste, moi, je le dois à deux choses. Premièrement, j'ai grandi sur la rive-sud de Montréal, dans un quartier extrêmement francophone, la Prairie. Puis quand j'ai grandi, j'étais souverainiste, pas par conviction, mais plutôt parce que quand tu es adolescent, tu veux être un peu comme contre le système. Ouais. Puis être souverainiste, c'est être contre le système. Puis j'étais devenu fédéraliste plus tard parce que soudainement tout le monde alentour de moi était souverainiste. Fait que j'étais devenu fédéraliste encore une fois avec aucune conviction. Pour être différent des autres. Oui, c'était à peu près ça. C'est l'adolescence. Mon éveil s'est fait quand même récemment, peut-être voilà environ 7 ans, quand je déménageais à Montréal. J'ai eu un petit choc. J'habitais dans le centre-ville, dans le quartier chinois, pas loin d'où est-ce qu'on filme en ce moment. Puis je me suis rendu compte que avoir du service en français au centre-ville de Montréal, c'est assez difficile. Puis c'est pas ça qui m'a rendu souverainiste, mais c'est ça qui m'a ouvert un peu les oreilles, puis qui m'a... j'ai commencé à lire quelques textes sur le sujet. Je travaillais sur mes affaires, puis j'écoutais les discours de René Lévesque, puis de Jacques Parizeau, Bernard Landry. Puis c'était une époque où est-ce qu'on parlait de souverainisme avec aplomb, avec certitude. Puis on est encore dans un moment où est-ce que les leaders souverainistes étaient très... là, je parle qu'au moment que j'écoutais ça, voilà 7 ans environ, les leaders souverainistes étaient très gênés d'en parler. Ouais. On parlait, on va faire un référendum dans un deuxième gouvernement majoritaire, puis tout... on attendait les conditions gagnantes tombent du ciel pour faire un référendum, puis on sait que ça marche pas de même. Fait que ça s'est fait tranquillement. C'est aussi fait à travers l'histoire. J'ai commencé à lire beaucoup de livres d'histoire. J'ai toujours été passionné d'histoire, mais pas de l'histoire du Québec. Puis j'ai commencé à m'instruire sur le sujet, puis je me suis rendu compte que moi, ma vision du fédéralisme, c'était je voulais que le Québec rentre dans la Constitution canadienne en ayant tous les droits. Puis je me suis dit, je suis tombé intelligent de penser à ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a jamais essayé? Puis en lisant sur l'histoire, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on essaye depuis les 50 dernières années. Ça manque, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, ça fonctionne pas. Fait que soudainement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si intelligent que ça. Puis... D'autres avaient pensé à ça avant D'autres toi. avaient pensé, puis des gens de très intelligents, puis très ouverts d'esprit, comme Brian Mulroney, puis même Bourassa, René Lévesque, qui ont tout essayé. Pour moi, je veux dire, c'est trop important, comme préserver une culture, c'est trop important pour pas prendre plein de mesures pour le faire. Puis on peut pas s'attendre à ce qu'une autre nation le fasse pour nous. Pour moi, c'est surtout ça, la révélation que j'ai eue, c'est que tu peux pas confier la survie de ta culture, de ta langue, de ton peuple à une autre nation. Faut que tu le fasses toi-même. Tu peux le faire à travers un système qui te le permet. Par exemple, une constitution canadienne, un fédéralisme renouvelé. Mais ça n'arrivera pas parce que les Canadiens anglais, c'est pas quelque chose, ça les habite pas, la culture québécoise. Il y a eu le dernier politicien sérieux qui a voulu le faire, n'a pas réussi. Je veux dire, je vois pas pourquoi on réessayerait. En fait, je pense que la seule raison qu'on devrait réessayer de rentrer dans la Constitution canadienne, c'est pour refaire une démonstration aux Québécois que ça fonctionne pas. Que ça marche pas. Puis, honnêtement, je pense qu'on devrait le faire comme vraiment d'une façon honnête, donner vraiment un bon coup en sachant que ça va pas marcher. Mais je veux dire, même là, ça va nous coûter 5 ans de faire ça. Fait que je dis ça, puis j'y crois même pas. Donc oui, ça a été mon éveil souverainiste. Ça a été à travers mon expérience à Montréal, au centre-ville.
Ça a été à travers mon enseignement de l'histoire. Puis c'est quelque chose comme... Je pense pas que je ferais ce que je fais en ce moment du jeu vidéo national québécois si j'avais pas eu cet éveil-là. Ça l'a mené au genre de jeu que tu crées. Oui, oui, c'est... Tu sais, je suis quelqu'un qui est engagé. Ouais. Puis, une métaphore que je fais souvent, c'est que, par exemple, si tu habites dans un quartier qui a un beau boisé à côté, puis que ton boisé est important, c'est là que tu bois ton café le matin, c'est là que tu te ressources le soir. Ça fait vraiment partie de la culture du quartier, puis qu'on apprend qu'on veut construire une tour brutaliste à condo, brune, puis qu'on veut raser le boisé. La meilleure façon de protéger ce boisé-là, c'est de l'acheter. c'est d'être propriétaire du boisé. Ouais. Pas de faire des accords avec le propriétaire du condo pour garder une partie. C'est vraiment... Faut être chez nous. Pour moi, c'est ça l'important, c'est que on n'est pas chez nous, les Québécois. On est locataire dans un pays. Une autre métaphore, moi, je suis locataire de mon appartement. Je peux pas changer la couleur des murs. Ouais. Peindre ça en bleu. Ouais, je peux pas peindre ça en bleu parce que je suis pas chez moi. Ouais. C'est la même chose au Québec. On fait des lois. Ouais. Dans les 50 dernières années, on a fait beaucoup de lois pour protéger le français. Ils ont souvent été contestés par la Cour suprême, par le gouvernement fédéral. La loi 101 qu'on a en ce moment, c'est pas la loi 101 qu'on a eue par Camille Lorrain. C'est une loi qui a été sabrée à travers différents jugements de la Cour suprême. Donc, pour moi, c'est une démonstration qu'on n'est simplement pas chez nous. Mais c'est ça, justement, je trouve ça intéressant que tu parles de souverainisme puis que d'où vient ton éveil parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille souverainiste. C'est comme quelque chose qui est quasiment inné. Depuis que je suis jeune, on en parle. Puis c'est comme. J'ai même pas eu à me poser la question si j'étais souverainiste ou non. C'était comme quelque chose d'acquis. Puis souvent, je me pose la question si j'avais pas grandi dans une famille souverainiste, est-ce que j'aurais fait les démarches ou les recherches par moi-même? Est-ce que je le serais devenu éventuellement? Je sais pas. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça difficile mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas grandi dans... C'est des dogmes un peu, là, veux pas, là. C'est comme, c'est comme la culture québécoise est tellement présente, puis que toi, tu l'as été quand même par tes propres recherches, puis que tu as trouvé des bonnes raisons de l'être, malgré que tu n'as pas baigné dans ça jeune. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, mais ma famille était quand même... Tu peux t'approcher un petit peu du micro. ma famille était quand même... tu sais, c'est une famille fédéraliste, mais tu sais, j'ai grandi avec la musique de Félix Leclerc dans mes oreilles. Puis on écoutait quand même beaucoup de films à saveur souverainiste. Par exemple, j'avais été voir Dédé à travers les brumes au cinéma. Fait que, tu sais, on n'était pas dans une famille qui était comme, le souverainiste, c'est le mal, avec un grand M. C'est juste, c'était pas l'option qui était choisie par les membres de ma famille, mais c'était pas... Tu sais, il y a des familles qui sont beaucoup plus fermées à l'idée, puis ils veulent élever des enfants fédéralistes à tout prix. C'était pas le cas de ma famille, loin de là. Je change de ça complètement, là, mais je suis curieux de savoir un peu tes aspirations pour la suite de Chien d'or. C'est quoi un peu mettons, ta vision dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu aimerais peut-être étendre la compagnie puis être juste 2 puis impliquer d'autres gens dans comme c'est un peu quoi ta vision d'avenir pour ton studio? C'est sûr que je veux que ça grandisse. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec des artistes autonomes, maîtres de leur art, et de les inviter à la collaboration dans le studio. Aussi, j'exclus pas avoir des employés pour certains trucs très spécifiques à tous les projets, mais je vois vraiment ça comme une maison pour un espace collaboratif. Oui, un espace collaboratif où est-ce que des gens qui n'ont jamais travaillé en jeux vidéo, soudainement, tu sais, il y a des affaires, par exemple en musique, tu n'as pas besoin d'être un musicien spécialisé en jeux vidéo, tu peux intégrer des projets puis te familiariser avec les contraintes du médium. Mais oui, ce qui est certain, c'est que je veux que ça grandisse. Moi, il y a des sujets beaucoup plus complexes que je veux parler, comme moi, mon jeu de rêve. C'est un jeu sur la conquête à la ville de Québec.
Parce qu'encore une fois, je pense qu'on n'a aucune idée c'est quoi la conquête au Québec. On l'a vraiment folklorisé. La bataille des plaines. On l'a puis, on l'a glorifié, puis on ne sait pas à quel point c'était cruel comme guerre. C'est une Ouais. guerre qui visait surtout les civils. Il n'y a pas eu de soldats français avant très longtemps. C'était des mercenaires canadiens qui se battaient. C'était des gens qui ne savaient pas nécessairement, il n'y avait pas de formation militaire. Ils se battaient pour préserver leur maison, pour pas qu'elle soit brûlée ou leur terre. Donc, je pense qu'on connaît mal cette époque-là, comme on connaît mal la crise d'octobre. C'est pour ça que je vais en parler. Puis j'ai déjà des idées de créatures à mettre là-dedans pour être capable de plus y aller en profondeur, encore une fois, avec l'approche horreur symbolique. J'étais curieux. Ben, tu parles d'horreur, justement. Je suis curieux. Est-ce que tu es un fan de cinéma d'horreur aussi? Non, pas vraiment. Pas du tout, ok. Cinéma d'horreur, c'est que le cinéma indépendant d'horreur, je trouve excellent. Ok. Le cinéma américain d'horreur, puis là, je parle peut-être plus les gros Blumhouse, puis... Ouais. C'est que en cinéma, ça repose surtout sur des jumpscares. Ouais. Puis je trouve que c'est cheap. Des jumpscares, je pourrais faire un jeu sur Winnie l'ourson, puis être Il y capable de en placer... a un, justement. Il y a un film de Winnie l'ourson horreur qui est sorti. Ah oui? Ouais, genre, la dernière année, je pense. Là. OK. Je l'ai pas vu, là, fait que je sais pas si c'est bon, mais... Mais je pourrais faire comme quelque chose pour les enfants, puis être capable de faire peur au monde à travers un Ouais. jumpscare, parce que c'est tellement cheap et facile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère. Puis l'atmosphère, il y en a en cinéma, comme il y a, par exemple, Hereditary, Ouais, ben oui. qui est un bon exemple de Witch, Lighthouse. Ça existe en cinéma d'horreur, c'est sûr et certain, puis ça existait beaucoup dans les années 80 et 70. Mais j'ai l'impression que le cinéma d'horreur aujourd'hui, c'est surtout pour du popcorn. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est développer une atmosphère, puis plonger dans les personnages, puis dans leurs conflits. Et la littérature d'horreur a toujours été très forte. Puis je parle pas juste de H.P. Lovecraft, mais Edgar Allan Poe, puis des contemporains aussi. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. OK. Je suis curieux de savoir, c'est quoi tes jeux coup de cœur que tu as joués dans les dernières années, mettons, qui t'ont marqué, puis que c'était comme tes jeux du moment, mettons. Là. Mes jeux du moment, c'est... Ben, ou des années passées, mettons, des jeux qui t'ont marqué beaucoup. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler en jeux vidéo, soudainement, j'ai commencé à jouer beaucoup moins aux jeux. Puis, je trouve ça un peu plate, ce qui se fait. Comme je trouve qu'on met beaucoup de l'accent dans le jeu vidéo sur la beauté, sur la technologie, sur le nombre de... Sur, par exemple, les textures ou les effets, sur les effets de brouillard. Et, on met aussi beaucoup l'accent sur les mécaniques. Pour moi, je pense que la prochaine étape du jeu vidéo, c'est que ce soit quelque chose de culturel, mais aussi peut-être plus politique. Essayer de comme raconter des réalités à travers le monde. Comme je suis sûr qu'on peut avoir des jeux super intéressants qui pourraient sortir sur la cause palestinienne. Ouais. Ça peut être un exemple, c'est pas moi qui va le faire, mais ça peut être ça peut être un exemple qu'on va voir dans le futur, puis ça va vraiment être intéressant. Il y a eu quelques jeux qui l'ont fait. Il y a un jeu, comme par exemple Papers, Please, où est-ce que tu joues le rôle d'un douanier dans un régime totalitaire. Puis ta mission principale, c'est de subvenir aux besoins de ta famille. Mais aussi, tu te rends compte qu'il y a une révolution en marche, puis que tu peux avoir un rôle à jouer dans la révolution. Fait que tu commences à donner tu commences à laisser des réfugiés rentrer, par exemple, ou des révolutionnaires étrangers de rentrer dans le pays. Puis ça impacte ton emploi et ton statut familial. Mais par contre, c'est un jeu que je trouve qui est engagé. Fait qu'on veut parler des régimes totalitaires, puis des révolutions. Moi, j'essaie d'être engagé de la même façon, comme je veux parler de l'histoire politique au Québec, je veux parler des grandes tragédies du Québec. Sinon, j'ai mentionné tantôt Shadow of the Colossus, qui est pas politique, mais c'est plus une épopée épique d'un brave chevalier, mais je trouve que c'est extrêmement bien fait. Peut-être The Last of Us, pour le développement de personnages. Je trouve ça assez incroyable ce qu'ils ont fait. Surtout le 2. Le 2, c'est un jeu qui m'a habité pendant très longtemps après l'avoir terminé.
c'est une étude de personnages assez complexe puis assez déprimante. C'est le genre de projet, je me dis... C'est un des rares projets, je me dis, j'aurais aimé ça travailler là-dessus. Mais en même temps, qu'on connaît les conditions de travail, c'est dit, finalement, peut-être que je suis mieux dans mon salon. Je suis mieux d'y jouer. Ouais. Quel autre jeu? Dernièrement, j'ai joué à Bramble, qui est un jeu suédois qui explore le folklore suédois. Donc, des différentes créatures, monstres du folklore suédois. Puis quand tu parles du folklore d'un peuple, t'explores souvent ses plus grandes tragédies, ses plus grandes peurs. Fait que, par exemple, dans Bramble, le thème de la maladie, des famines, des épidémies est très présent. Ça, j'avais trouvé ça passionnant. Puis je pense peut-être que je vais l'explorer un jour, le folklore québécois à travers un de mes propres jeux. Mais je suis curieux, j'ai remonté sur une question, mais tu parlais, je trouve ça intéressant que tu parles des peurs, puis comment on les présente dans les jeux. Tu penses que c'est quoi nos grandes peurs en tant que peuple québécois qui nous grongent ou qui sont là depuis longtemps puis qui restent ou qui sont récentes? Je pense que ce qui est central, c'est la peur de l'assimilation. Quand tu pars de 1763 à aujourd'hui, les discours réactionnaires qu'on voit en ce moment tournent surtout alentour de l'assimilation, cette peur-là, parce que c'est une peur intrinsèque. Puis c'est une peur qui reste réelle, parce que c'est un danger. Fait que c'est pour ça que les réactionnaires pèsent sur ce piton-là, parce qu'ils savent qu'on est sensible là-dessus. Moi, je fais pas partie de ce discours-là, mais c'est quand même une peur qui m'habite. Je pense que notre imaginaire tourne aussi alentour de la forêt. On est un peuple qui a été pendant très longtemps proche de la nature, très ruralisé. Donc, quand on regarde le folklore québécois, c'est souvent des créatures qui viennent du plus profond des forêts québécoises. La peur de l'inconnu, un petit peu. La peur de l'inconnu aussi. La peur de l'inconnu, je pense que c'est commun à tout être humain. Toutes les cultures. Sinon, la peur aussi de la répression. Je pense que la conquête, les patriotes, la conscription, la crise d'octobre... Il y a une longue histoire de répression. Il y a une longue histoire de répression par l'autorité, des répressions violentes, où est-ce qu'on sentait que la violence était un peu sans limite. Donc, je pense que ça a vraiment impacté notre imaginaire, cette peur-là. Puis même aujourd'hui, j'en parlais dans un autre podcast, c'est encore quelque chose que les Québécois ont peur. Que comme, si on est indépendant, qu'est-ce qui va arriver avec est-ce qu'on va se faire envahir? Je pense que ça nous habite encore. Puis c'est fou de voir qu'il y a un événement qui s'est déroulé. Voilà, ça va faire 300 ans qu'il y a eu une conquête. C'est fou de voir que ça a laissé une trace vraiment profonde. Puis j'ai aussi l'impression qu'à comme chaque événement majeur ou période majeure qui touche le Québec, cette genre d'insécurité-là revient. Comme c'est souvent là dans les débats, de peur de se faire comme envahir ou comme dans plusieurs débats de société qu'on a eu dans les dernières années, puis même si on remonte aux années 80, 60, c'est quelque chose qui est très présent puis qui est quasiment là dans tous les gros débats de société qu'on a, l'impression. Oui. Dans un événement, j'avais parlé à un gars qui me disait moi, je suis devenu indépendantiste quand j'ai plongé dans mon histoire familiale, puis j'ai découvert que durant la révolte des Patriotes, que l'armée britannique, pour vraiment réprimer et oppresser les Québécois, ce que l'armée britannique faisait, c'est qu'elle allait de village en village, puis quand ils trouvaient des sympathisants patriotes ou des gens qui ont hébergé des patriotes, ils les déshabillaient, ils les mettaient dehors en plein hiver, ils brûlaient la maison, puis ils disaient au village, si un d'entre vous les héberge, vous allez être déshabillés, puis on va vous brûler votre maison aussi. Fait qu'il y a un gars qui me disait, moi j'ai appris que ma famille a vécu ça, il y a des gens de ma famille qui sont morts à cause de ça, puis ça l'a allumé cette... Mais ça fait longtemps que ça s'est passé, mais ça fait pas si longtemps. L'histoire du Québec, c'est que l'histoire du Québec
on peut la commencer avec l'arrivée des premiers peuples, mais on la commence souvent genre 1608 à la fondation de Québec. Ouais. C'est une histoire qui est très courte. Fait que ce qui s'est passé, voilà 300 ans, 200 ans, on pense que c'est loin parce que notre histoire est courte. Mais quand tu vas au Moyen-Orient, 300 ans, 200 ans, c'est encore des plaies ouvertes. Puis pour eux, c'est des traumatismes qui sont encore légitimes. Nous autres, on dit que nos traumatismes sont plus légitimes parce qu'on dit que ça s'est passé en Nouvelle-France. Ça reste quand même assez proche de nous. Ouais, non, c'est vrai. Puis, tu sais, comme les peines qu'on a, tu sais, comme tu dis, j'ai l'impression que plusieurs pays dans le monde ont peut-être fait, pas de la paix, mais ont comme combattu certaines de leurs insécurités ou de leurs peurs, puis de leur sont devenus des pays, que ce soit par voie pacifique ou non, là, très souvent non. Puis au Québec, on l'a toujours pas fait. On a essayé par voie pacifique, par voie non pacifique, comme la crise d'octobre. Ça a pas donné plus de... Fait que je suis curieux de savoir, c'est quoi ta vision de l'avenir pour le mouvement souverainiste? Est-ce que tu es plus du côté optimiste ou tu vois ça un peu moins d'un œil moins rose? Je suis quand même très optimiste par rapport à l'avenir du mouvement souverainiste. Je pense que le mouvement est en forme en ce moment, surtout au niveau civil, où est-ce qu'on voit, par exemple, les Oui Québec qui sont devenus une organisation assez importante. Je ne veux pas faire de pronostic. Je ne veux pas te donner de date qu'on va faire l'indépendance, mais je pense qu'en ce moment, il y a une réactualisation du discours indépendantiste qui est plus affirmé. Je pense que le post-95, ça fait très mal au Québec, où est-ce que soudainement, on voulait des conditions gagnantes. On voulait que ce soit un coup de chance. On a oublié que si on a eu des conditions gagnantes en 95, c'est parce qu'il y a des politiciens qui ont mené un combat contre le fédéral pour faire une démonstration que ça marchait pas. Et je pense qu'il y a quelques politiciens au Québec qui ont cette mentalité-là de faire des démonstrations au reste du Québec que l'indépendance, c'est la meilleure façon d'assurer une pénérité économique, culturelle, linguistique au Québec. Je pense que ça pourrait arriver bientôt. Je pense qu'il faut être prêt. Ça va arriver, d'après moi, ça va arriver très vite. OK. Parce que, tu sais, quand René Lévesque a été élu en 1976, un an avant, on n'aurait jamais deviné qu'il allait être élu. Quand Parizeau s'est présenté à la chefferie du PQ en disant « référendum dans un premier mandat », le monde riait de lui et dit « c'est impossible, on va avoir un deuxième échec ». Et il a gagné la chefferie, il a gagné l'élection, puis il a presque gagné le référendum. Fait qu'on on sous-estime à quel point ça peut débouler rapidement au Québec parce que les Québécois ont à cœur l'option souverainiste. Même les fédéralistes que je vois, c'est que on aime avoir cette porte de sortie-là. Si jamais ça marche pas en fédéralisme, on a toujours le souverainisme. Donc non, je suis très optimiste. Je pense pas que le pessimisme, ça fait beaucoup de bien au Québec, au mouvement indépendantiste québécois. On gagne à rien à se diviser, puis à être pessimiste, puis à être défaitiste, comme on l'a été peut-être dans un avenir, dans un passé pas si loin. Dernière petite question, avant de conclure. Pour quelqu'un qui étudie en jeux vidéo, je parlais de ma blonde tantôt qui étudie en jeux vidéo. Elle étudie où? Ouais, elle étudie à l'Université de Montréal. Le bac? Majeure. Majeure? Je crois, ouais, la majeure. Okay. Moi, j'ai fait la mineure avant que ça soit transformé en majeure à l'Université de Montréal. Puis, tu penses-tu qu'il y a un moyen... Parce que, je pense que ma blonde est un peu la même mentalité que toi de l'histoire 3A est pas super friande de ça, mais elle a dit que peut-être qu'elle va devoir passer par là pour avoir un poste dans le milieu. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là qui étudient en jeux vidéo et qui voient peut-être pas un avenir dans des studios 3A puis qui se demandent un petit peu genre où je me positionne dans ça, est-ce que je me lance puis
puis je risque de peut-être me planter, ou est-ce que je prends une chance, ou comme... Je suis curieux de savoir quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer un peu dans ce milieu-là. Euh, Mon premier conseil, c'est d'évaluer ses propres aspirations, Ouais. sa propre résistance au risque. C'est quand tu es dans un studio triple A, puis c'est la même chose en indépendant, tu as toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Les mises à pied sont Ouais. fréquentes. Tu sais, juste cette année, il y a eu 2500 emplois qui ont été coupés. En 2024, on vient de commencer, Ok. puis il y a Hey, my God, 2500 déjà. emplois qui ont été coupés. Il n'y a pas une sécurité d'emploi. Fait que c'est sûr, si pour toi, ta sécurité d'emploi, c'est important, Pas le bon domaine. c'est peut-être Ouais. pas le bon Ouais. domaine. Tu sais, je peux même pas dire que les studios indépendants, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de plus. C'est ça. Tu n'as pas de mise à pied majeure de 2000 personnes en une journée, mais par contre, t'es dans un studio qui a moins un gros fond de roulement. Ouais. Peut-être moins d'opportunités d'emploi aussi. Moi, Puis, il y a puis beaucoup moins studio, d'opportunités d'emploi. Souvent, quand les studios indépendants embauchent, ils vont embaucher du monde d'expérience parce que pour eux, c'est une grosse dépense avoir un employé de plus. Fait qu'il va être sûr d'avoir des références Ouais, puis ouais. un portfolio étoffé. Mais je pense que mon premier conseil, c'est vraiment d'évaluer c'est quoi ses aspirations, c'est quoi sa propre résistance au risque. Puis du jeu vidéo, on peut en faire sans que ce soit une carrière. Comme Mhm. il y a beaucoup de personnes qui en font à temps perdu, puis ils sont très heureux de le faire la fin de semaine. Puis ils s'accomplissent à travers ça en Ouais. ayant un autre travail. Ouais, je pense que c'est ça le conseil que je peux C'est donner. parfait. Mais un gros merci pour ce petit temps supplémentaire.